Bonjour, je suis Jason Raudy en direct de nomadlive.tv et bienvenue au webinaire Sanexen. Donc, avec la réouverture prochaine de l'économie, tout le monde devra apprendre à vivre dans un nouveau contexte qui n'est pas l'après-COVID, mais plutôt le avec COVID. Quel est le rôle de l'employeur? Quelles seront les bonnes pratiques à mettre en place? Heureusement, plusieurs organismes, dont la CNESST, l'ancienne CSST, et la INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, ont mis des guides pratiques pour orienter le retour au travail. Le webinaire d'aujourd'hui se veut une discussion dynamique sur la gestion des déchets en temps de COVID. On y abordera des statistiques, des bonnes pratiques et des comparatifs sur comment les autres pays ont géré la notion de gestion des déchets en temps de COVID et surtout des solutions. Donc, aujourd'hui, on rencontre deux personnes de Sanexen et Francis Fortin de Chamard Stratégie environnementale. De Sanexen, on a Jennifer Guyot, vice-présidente environnement, santé, sécurité et amélioration continue chez Sanexen, et Benoît Dion, directeur principal compte majeur chez Sanexen. Avant tout, je vais vous présenter comme il faut Francis Fortin, qui est diplômé à la maîtrise en administration des affaires, profil développement durable de l'Université de Sherbrooke et président-directeur général de Chamard Stratégie environnementale. Chamard est la plus importante entreprise de services conseils experts en gestion des matières résiduelles au Québec et son équipe compte plus de 40 professionnels travaillant sur plus d'une centaine de projets par année. Ses bureaux de Toronto, Montréal et Québec desservent des clients qui vont de la PME à la grande entreprise, en passant par les gestionnaires immobiliers, des villes ou des associations et sociétés de développement commercial. L'expertise de M. Fortin est très variée et touche l'ensemble des matières résiduelles générées par les organisations et les consommateurs. Il est impliqué sur les dossiers d'implantation de programmes de gestion des matières organiques, de stratégie zéro déchet, de symbiose industrielle ou encore d'optimisation des contenants, emballages et imprimés dans les organisations. Parallèlement à ses activités professionnelles, M. Fortin est le président du chapitre québécois de la Solid Waste Association of North America, SWANA. Il est aussi administrateur du comité sectoriel de la main-d'œuvre en environnement, enviro-compétences. Donc, bonjour Francis et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à toi. J'aurais déjà une première question pour rentrer dans le sujet. Avez-vous des données à nous présenter sur la génération actuelle de matières résiduelles au Québec? En fait, oui et non. J'ai fait beaucoup de recherches là, sur est-ce qu'il y avait des études qui avaient été faites au Québec là, par Recé Québec, par exemple, ou Éco-entreprise Québec et autres. J'ai rien trouvé. Par contre, j'ai fait une petite recherche avec l'OWMA, qui est l'organisation ontarienne là, sur le waste management. Puis, je vais vous partager quelques informations. Là. Ils ont fait une étude versus qu'est-ce qui s'était passé en 2019 et pour la même période en 2020 sur la génération des matières. Très intéressant. En Ontario, pour les communautés rurales, c'est une augmentation de plus de 12 des déchets qui sont générés pour un même mois, là, pour une même période d'une année à l'autre. Plus de 15 de résidus alimentaires qui sont générés dans les ménages. En aparté avec un collecteur de matières résiduelles au Québec, là, dans la grande région de Montréal. Pour un quartier, là, pour une municipalité en question, l'année dernière, à pareille date, là, ils pouvaient collecter jusqu'à 100 tonnes de résidus alimentaires, là, de matière organique dans cette ville-là. Pour la même période cette année, on est à plus de 1000 tonnes. C'est un fois 10. Donc, on peut jouer entre du 15 dans l'étude en Ontario jusqu'à du 1000 là, ici. Donc, il y a vraiment une grande augmentation. Bon, mais les gens sont chez eux, cuisinent, etc. Donc, c'est un peu normal. On génère plus de matière organique. Puis, les pratiques ont commencé à être implantées dans les ménages là, pour bien trier les choses. Puis au niveau, il y a peut-être une donnée intéressante pour les ICI, donc les institutions commerce et industrie, donc les entreprises
C'est une baisse de plus de 70 de la génération dans les restaurants. Bon, on le sait, on peut plus aller manger dans les restaurants, c'est un peu normal, mais c'est une grande diminution de volume. 15 dans le milieu manufacturier là, pour le dernier mois, là, pour le mois d'avril. Une augmentation de plus de 20 par contre de génération de matières résiduelles chez les distributeurs alimentaires et les épiceries. Donc, encore là, eux, services essentiels, ça va aussi avec les ventes qui ont probablement augmenté dans ces secteurs-là. Donc, voilà quelques petites données qui sont quand même intéressantes là, à partager. Est-ce qu'on devrait respecter le principe des 3 RV en cette période particulière? Il faut toujours, pour expliquer le principe des 3 RV, c'est d'y aller selon la hiérarchie de favoriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation avant l'élimination. Donc, toujours essayer d'y aller avec la réduction. On a vu que le gouvernement a prêché pour la réduction à la source, principalement, je pense, pour préserver les stocks de masques N95 là, dans les premières semaines, parce qu'on devait concentrer l'utilisation de ces masques-là dans le domaine public là, et de la santé, donc c'est très normal. Donc, la réduction à la source, on a vu Horacio Arruda dire « on veut pas de masque dans les premières semaines », et le discours change beaucoup. Puis là, on voit là, que c'est partout, même pour aller, le discours a vraiment changé. Et va être probablement constant dans les prochaines semaines, prochains mois et probablement les prochaines années aussi sur l'utilisation du masque. Si je prends le masque, par exemple. Donc ça, c'est la réduction à la source, ça va être de plus en plus difficile. Et on voit là, aller sur des groupes Facebook ou autres, des fabricants de masques maison, il y en a partout. Tout le monde s'est lancé dans la couture dernièrement. Donc, la réduction à la source va rester une mesure première, je crois, là, pour un peu plus de façon artisanale et industrielle. Mais on sait bien que c'est pas ça qui va... Puis là, je vais laisser Jennifer va en parler tout à l'heure là, au niveau de la santé et sécurité, j'imagine. C'est pas les masques les plus... efficaces, par exemple, n'ont pas la même utilité que les N95 ou d'autres. Après ça, après la réduction à la source, on va essayer d'y aller avec le réemploi. Donc, le réemploi, est-ce qu'on s'assure des mesures d'hygiène? On va parler encore, Jennifer va probablement... est-ce que c'est un masque à usage unique ou est-ce que c'est un masque qu'on peut utiliser 10, 15, 20, 30 fois? Comment qu'on va l'utiliser, etc. Je vais laisser la parole pour ça. Ensuite, le recyclage, les masques avec cartouches, multimatières, plusieurs types de plastique ou de textiles ou de fibres synthétiques. Donc, une utilité de recyclage qui est presque impossible pour le masque. Mais bon, à voir là, comment on peut développer des nouvelles filières. En ce moment, personnellement, je n'en connais pas pour les masques. Pour le recyclage. Et la solution qui est comme optimale pour ce qui est généré en usage unique, c'est vraiment la valorisation. Donc, définir le gisement. Donc, vous voyez la gradation là, au niveau des équipements. Je vais parler des produits de la COVID, là, donc masques, gants, lingettes, blouses, etc., là, de protection. Le gant de latex, si on le prend, on le trie à la source, puis on a, exemple, des équipements pour le collecter qui sont à 100% de gants de latex. Peut-être qu'on va être capable de trouver une filière de valorisation pour ce contenant-là. Mais dans le contexte de la COVID-19, les gens vont se débarrasser du masque, des gants, de lingettes, etc., dans les mêmes équipements. Donc, le recyclage, même des professionnels bien protégés. J'enverrai pas, moi, mes commis de tri qui s'occupent d'assurer un bon tri à la source chez plusieurs de nos clients, exemple au centre-ville de Montréal ou ailleurs, trier à temps plein des produits de la COVID pour s'assurer de filières de recyclage, par exemple. Il y a quand même une limite là, à faire déjà qu'on leur demande souvent de trier des matières recyclables non contaminées. Ça nous amène justement à Jennifer qui... Jennifer Guyot est vice-présidente environnement, santé et sécurité et amélioration continue chez Sanaxen. Elle dirige une équipe qui travaille en coordination avec toutes les divisions de Sanaxen afin de continuer d'offrir des solutions innovatrices et rentables tout en assurant l'intégrité physique de ses employés. Donc, c'est vraiment à propos de
de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Avec son objectif de faire de SNXN un chef de file en environnement, santé et sécurité, elle a développé et implanté le programme ESS de SNXN. Ce programme, basé sur un système de gestion qui met l'identification et la gestion des risques au cœur des préoccupations, permet à SNXN de s'attaquer simultanément à différents projets complexes partout au Canada, tout en appliquant les mêmes principes de base en ESS et amélioration continue. Donc, bonjour Jen. Bonjour. Que pensez-vous de l'utilisation de masques réutilisables que certains employés vont porter autant sur les lieux de travail qu'à l'extérieur des lieux de travail? C'est sûr que les masques, c'est le sujet des derniers jours, puis c'est beaucoup discuté en termes de moyens de contrôle pour le COVID. Les masques, ça va faire partie d'une stratégie de contrôle que nous allons mettre en place à SNXN. Puis qu'est-ce qui est un challenge avec ces masques-là, c'est qu'il faut qu'ils soient bien utilisés. Puis les masques dont on parle pour le COVID, c'est les masques de procédure. Ça, c'est des masques à usage unique. Si on revient à Francis, on veut toujours la réduction à la source, mais quand le matériel qu'on veut utiliser pour protéger nos gens, c'est un usage unique, je ne peux pas faire plus que ça. L'autre, avec les options qu'on a aujourd'hui. L'autre enjeu, je dirais, c'est que si ces masques-là ne sont pas bien utilisés, la protection n'est pas efficace. Alors, quelqu'un qui pense porter une masque toute la journée après sa rentrée chez eux avec le même masque, mais l'efficacité de ce moyen de protection est beaucoup diminuée. Puis pour moi, c'est un aspect de nos contrôles en sécurité. Comme quand vous rentrez dans votre auto, vous avez une ceinture de sécurité, mais ce n'est pas juste la ceinture de sécurité qui va vous protéger. Francis, pouvez-vous nous nommer quelques enjeux en lien avec les habitudes de tri des gens qui doivent disposer des manières résiduelles dans les bons équipements? En fait, on l'a vu dans le dernier mois, nos commis de tri à la source là, qui s'occupent de gérer les matières résiduelles chez les clients ont été reconnus comme des services essentiels, puis on s'assure aussi d'un suivi de récupération. On a vu rapidement là, des gens qui croyaient faire le bon geste, sentiment de peur, là, je pourrais y aller dans du jugement ou d'interprétation personnelle, mais mettre un peu n'importe quoi dans n'importe quel contenant. Ça, c'était déjà la situation avant. C'est encore la situation en ce moment avec des équipements, les produits de la COVID. Donc, on voit dans les contenants de recyclage beaucoup de ces produits-là. On a vu dans des endroits même le personnel d'entretien qui triait bien là, ses gants, avoir des sacs complets, mais les mettre complètement dans le compacteur de matière recyclable. Pourquoi? Là, on posait la question, mais c'est quoi le réflexe que vous avez eu? Oui, c'est en plastique, peut-être, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ça? C'était le conteneur le plus proche. C'était le plus proche de la porte. Donc, là, on venait de contaminer un conteneur de 40 verges cubes de plastique vers métal, trié à la source par des consommateurs, par des employés, etc., parce qu'on venait de mettre 4, 5, 6 sacs de gants à l'intérieur. Ça, sans penser aux autres items. Donc, il y a toujours les habitudes de tri qui amènent une certaine contamination. Puis, ce qu'on voit chez nos clients, dans nos équipes d'études de caractérisation des matières résiduelles, où est-ce qu'on mesure la performance des établissements, que ce soit les centres commerciaux, des tours à bureaux ou autres, la majorité des cas, la contamination des matières recyclables est entre 10 à 30% déjà. Donc, ça, c'est avant COVID. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, nous, nos équipes d'études de caractérisation sont en arrêt là, parce qu'il n'y a plus d'activité dans les immeubles. On ne peut pas faire ces analyses-là de contamination supplémentaire par la COVID. Ça serait très intéressant, par contre. Là. Je peux me permettre, Francis, si je peux me permettre, je trouve ça très intéressant, ton point. Je suis pas mal persuadé que le taux de contamination est supérieur à 10-15%. Le fait qu'on soit dans un contexte un peu de nervosité, de crainte, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le produit dans le contenant qui est à leur disponibilité. De là, l'importance de ségréguer le plus possible à la source les déchets, non seulement les ségréguer, mais d'avoir des contenants qui sont très, très bien identifiés.
Donc, d'avoir des contacts qui sont bien identifiés. Et si on est débordé par un ensemble d'autres priorités, bien, il y a des gens qui peuvent, des spécialistes qui peuvent procéder, qui peuvent travailler avec les concierges, qui peuvent travailler avec les gens de maintenance, voire même, comme Chamar l'offre, d'offrir le service d'impartition et d'aller sur le site donner une formation, une sensibilisation. Donc, en situation de crainte, d'inquiétude, il faut vraiment sensibiliser nos gens. Il ne faut jamais sous-estimer ce volet-là, selon nous. Mm-hmm. Puis je ferais du chemin sur la contamination aussi. Puis je ne connais pas le pourcentage de commerces à Montréal, par exemple, ou ailleurs, qui ont une collecte en bordure de rue. Donc, qui vont faire leur possible à l'intérieur de leur porte. Puis après ça, tous les items produits par la COVID, les mettre le jour de la collecte à côté de leur porte d'entrée, là, où est-ce que, excusez l'anglicisme, un line-up, une file des clients pour rentrer, là, puis se faire asperger les mains de purelle ou de désinfectant. Mais bon, ben, on va avoir les sacs pleins de produits autour d'eux. Cet élément-là, c'est sûr qu'on va le voir avec la réouverture. Puis, donc, je pense que je fais peut-être du chemin là-dessus, mais le tri à la source va être super important. Puis peut-être pas aussi, et peut-être aussi de dévier une collecte spéciale justement pour que ces produits-là ne se retrouvent pas dans une collecte municipale traditionnelle manipulée par les éboueurs là, de la ville. Oui, puis Francis, je te dirais même que ça m'amène à parler de notion de traçabilité, traçabilité du déchet. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être une certaine forme de démondialisation et je pense qu'il va y avoir les déchets vont être gérés de plus en plus localement. Donc, l'importance d'avoir un suivi, une traçabilité du berceau jusqu'au tombeau. Donc, on parle beaucoup de traçabilité des sols au Québec, mais je pense que tout ce qui se passe actuellement va faire accélérer les pourparlers au niveau de la traçabilité, au niveau des matières résiduelles. Si on regarde un petit peu à l'international, en mai dernier, avec un accord avec l'ONU, il y a 1400 représentants de conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, donc 180 pays qui ont convenu vraiment de limiter l'exportation de déchets. Il y avait des mouvements qui se faisaient des volumes astronomiques. Donc, ceci permet vraiment maintenant aux pays de limiter l'importation des déchets. La Chine a commencé dès mai 2018 à vraiment limiter. Juste pour vous donner une statistique, en 2018, les États-Unis ont exporté l'équivalent de plus de 157 000 grands conteneurs marins de déchets de plastique. Donc, la mentalité, c'est on exporte et on ne veut pas faire le suivi jusqu'à la fin. Donc, parmi ces déchets qui ont été exportés là, on n'a pas la traçabilité finale. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, la notion de traçabilité va prendre une énorme importance. Donc, en d'autres mots, Benoît, tu dis qu'on ne sait pas où ce plastique-là se retrouve à la toute fin. Exactement. On croit beaucoup que celui qui génère le déchet doit aussi contrôler son exutoire. Donc, ce n'est pas en exportant une tonne de déchets de plastique qu'on doit se laver les mains. Je pense que la population, les gouvernements doivent évidemment avoir un petit peu plus de responsabilisation sur la gestion des déchets et surtout en temps de pandémie. Ça, c'est officiel, Jason. Nous, dans le cadre de nos activités terrain, c'est sûr qu'on génère déjà depuis plusieurs années des gants de nitrile ou de latex. Là. Puis, c'est sûr que nous, on veut faire on est en gestion de matières résiduelles, on essaie de faire des opérations zéro déchet. On le conseille à nos clients, donc on serait mal vu de ne pas le faire nous-mêmes. Donc, ça fait quelques années qu'on essaie avec un fournisseur que je nommerai pas, récupérer nos gants. Là. Puis, la notion de traçabilité, malgré
c'est incroyable. Le nombre de relances qu'on a demandé. Nos clients, où est-ce qu'on fait aussi le tri à la source des gants. On est incapable d'avoir une traçabilité sur qu'est-ce qu'ils font. Ils me disent, bon, c'est géré puis c'est pas éliminé, mais aucune notion de... C'est des enjeux là, très, très importants pour nos clients, puis on n'est pas capable de leur fournir les réponses. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées, puis qu'il faut adresser. C'est un petit cri du cœur, là, mais c'est super important. Jennifer, vous, avez-vous tiré des leçons? Si vous avez des conseils sur la gestion SST en lien avec cette pandémie soudaine? Oui, ça nous a forcé à Senexen et je dirais non seulement à Senexen, mais toutes les entreprises à vraiment repenser notre gestion de santé-sécurité puis de l'environnement d'un sens beaucoup plus global. Avant la santé-sécurité, c'était beaucoup à l'intérieur des murs de nos opérations, à l'intérieur de nos chantiers. Il n'y avait pas l'enjeu de qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort. Mais même avec ces changements, ça revient à les principes de gestion de risque. Alors, on va prendre les mesures pour diminuer les risques de transmission, car ce virus-là, il n'arrête pas aux portes. Alors, comme les autres compagnies, comme on voit dans les aéroports aussi, tout le processus de questionnaire, de symptômes, on l'a quand on va au supermarché, le questionnaire. So, ça, c'est devenu un nouveau normal. Mais le challenge pour nous, c'est de pas juste penser au début, mais jusqu'à la fin du gestion de processus, de notre processus. Puis ça, c'est où on a commencé à penser aux déchets. Qu'on va générer en augmentant non seulement l'utilisation de certains équipements de protection personnelle, mais aussi en augmentant l'utilisation des produits de nettoyage, des guenilles pour essuyer des surfaces. Alors, il y a vraiment une génération de déchets de plus. Ça, c'est évidemment, là, on parle aujourd'hui spécifiquement des entreprises, des commerces. On ne parle pas plus spécifiquement là, des résidences là, ou des individus comme moi. Non, puis je dirais pour les entreprises aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'exigences très claires du gouvernement qui ont sorti par rapport à les mesures de sécurité à mettre en place pour le COVID pour nos employés. Mais il y a encore des questions pour les citoyens autour de la gestion. Quel type de surface est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux encore recycler un plastique qui est venu de l'extérieur? Sur tous ces challenges-là et ces questions-là existent. Si je peux me permettre, Jason, au Québec, on est très choyé d'avoir un gouvernement qui, selon nous, a très bien géré la crise. Bon, évidemment, des lignes au niveau du retour au travail, la CNSST, comme tu disais tantôt, l'INSPQ. Au niveau de ce que les gens peuvent faire à la maison, il y a des très bonnes recommandations de Recyc Québec. Comme tantôt, Francis parlait de tout ce qui est mouchoirs, gants. Donc, ce que Recyc Québec propose, recommande, c'est d'avoir un sac qui est de mettre l'ensemble de ces déchets COVID, qu'on pourrait appeler, dans un sac qui est scellé. Donc, et d'éviter de le mettre, évidemment, dans les toilettes, dans le recyclage. Au niveau, comme Jennifer le mentionnait, des équipements ou plastiques qui pourraient être nettoyés, qui pourraient être contaminés, que ce soit du plastique lors d'emballage au niveau d'épicerie. C'est vraiment au niveau du lavage des mains, s'assurer d'avoir le moins de contact possible avec le visage. Et on a la chance peut-être d'avoir pu observer ce qui se fait ailleurs. Donc, en France, ça ressemble beaucoup aux recommandations de Recyc Québec, mais la France a même été un petit peu plus loin. Ce qu'ils disent, c'est de sceller le sac et le laisser même 24 heures avant de le mettre au niveau de la poubelle. Il y a même, pendant une certaine période, à Paris, le tri sélectif a arrêté pendant quelques jours durant, le pic de la COVID. L'entreprise collecteur américain, là, Republic, là, qui est quand même mentionnait là, certains de leurs clients aux États-Unis, comme exemple, il y a des villes complètement qui ont pris le bac de tri sélectif, de collecte sélective pour l'utiliser pour les déchets. Donc, un arrêt complet de la collecte des matières recyclables. Au Québec,
de ce que je sais, il y a Saint-Émilie de l'Énergie là, qui a dit si jamais vous êtes atteint de la COVID, arrêtez de recycler, mettez tout aux déchets. C'est la seule municipalité que j'ai vue qui avait vraiment pris une mesure là, quand même drastique. Sauf que ce que les centres de tri disent, c'est ne changez pas vos habitudes, mettez pas les déchets de la COVID dans le recyclage. Ça, c'est clair. Donc, il y a des directives par presque, en tout cas, j'ai vu beaucoup de centres de tri de la collecte sélective, de bien trier, séparer et de mettre ça aux déchets et non au recyclage. Mais d'aller jusqu'à arrêter de recycler, il faut vraiment pas changer nos habitudes. Non. Les centres de tri sont bien équipés, ont tous les EPI et ont pris les mesures pour y arriver. Il y a même la situation actuelle peut même aider les centres de tri parce que je fais du chemin là-dessus un petit peu, là, c'est que exemple, le gouvernement a recommandé de ne plus aller dans les points de dépôt. Donc, de ne plus aller porter ses contenants consignés à l'épicerie ou ailleurs. Les citoyens ne peuvent pas vraiment, surtout qu'ils sont toujours à la maison, garder l'ensemble de leurs contenants consignés à la maison. Donc, ce qui est fait, ces contenants-là sont mis dans la collecte sélective. C'est 100% recyclé. C'est une belle façon de le faire en tant que COVID. Puis je ne veux pas relancer le débat que vous avez probablement entendu parler dans les dernières années, collecte sélective versus consigne. Mais en ce moment, ça l'aide les centres de tri qui doivent mettre en place des mesures supplémentaires pour répondre à un surplus de matière et à de la distanciation entre les travailleurs, d'avoir jusqu'à 50% plus de contenants consignés qu'avant. Donc, ces contenants-là, c'est souvent, bon exemple, en aluminium, ont une très bonne valeur sur le marché. Donc, c'est une belle conséquence de la COVID là, pour eux. On a mis à l'écran un graphique que vous nous avez envoyé, trier sans virus, qui est quand même assez pertinent sur le sujet, en effet. Des informations fournies de République, Francis? République, ce qui mentionnait, bon, oui, que certaines villes avaient complètement changé leur modèle, comme la ville Hudson en Ohio, mais il y en a plusieurs autres. Là. Mais j'ai deux statistiques aussi qui sont intéressantes de République. Pour eux, c'est une augmentation de 30% des déchets, tout secteur confondu, dans le dernier mois. Puis, une augmentation de la contamination des matières recyclables de 20% supplémentaire. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il y a un impact direct. Eux ont fait l'analyse dans leur centre de tri. Donc, c'est une contamination quand même importante. Jennifer, est-ce que vous auriez un lien à faire aussi avec un point peut-être sur le triage de résidus? Oui, je pense que c'est intéressant à penser. À l'intérieur de l'entreprise, on va mettre beaucoup d'efforts pour faire un bon triage des matériels, puis sachant que si c'est pas clair pour nos gens, puis par erreur ou par vouloir peut-être même bien faire, qui vont mettre des EPI usés car ils pensent, ben là, il y a du plastique dedans, j'ai consommé plus de déchets, je veux mettre ça au recyclage, que je veux bien faire. Cette erreur-là va avoir un impact beaucoup plus loin que juste chez nous sur le recyclage des restes des déchets qui vont se retrouver dans les centres de tri. Moi, quand je mets en place un effort avec l'équipe à Senexen, je veux assurer qu'à la fin de la journée, ça donne l'effort voulu pour la communauté aussi. C'est un peu là qu'on est arrivé avec l'idée du box 19. On a observé beaucoup ce qui se faisait ailleurs. Donc, à Wuhan, en Chine, au pic, il se générait autant que 200 tonnes de déchets COVID par jour. Donc, c'est des quantités assez astronomiques. Donc, au niveau de la Chine, il y a des experts qui se sont penchés. Ils sont arrivés avec des solutions qui sont relativement strictes. Il y a même des experts qui ont mentionné que les ICI devaient gérer leur EPI contaminés comme des déchets biomédicaux. Donc, nous, il venait un naturel, on était impliqués dans la gestion des déchets depuis des années. Donc, on était impliqués dans la tragédie de Mégantic, Saint-Basile. Donc, il venait un naturel pour nous là, de s'impliquer au niveau de la tragédie qui se passe actuelle.
Donc, Box 19, en fait, c'est une marque qu'on a déposée. Donc, c'est un service qu'on offre de collecte mensuelle. Donc, on fournit un contenant, on fait une collecte et on fait une disposition par principe de cogénération, waste to energy. Donc, on vise tout ce qui est gannitril, tout ce qui est masque, tout ce qui est visière, tout ce qui est solide potentiellement contaminé sur les chantiers. Donc, ça peut être les tours à bureaux. Donc, ça peut être également, ça peut être les grandes surfaces. On a beaucoup d'intérêt des municipalités. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière Box 19. C'est un service qui va vraiment limiter que les employés aient de contact potentiel avec le déchet contaminé. J'ai hâte que vous nous en parlez plus en profondeur aujourd'hui. Benoît, je vais prendre cette opportunité pour t'introduire, si tu permets. Donc, Benoît Dionne détient une maîtrise en environnement. Chez Sanexen, depuis 2010, il a occupé différents rôles, dont celui de directeur général de la division environnement. Il occupe actuellement le rôle de directeur principal compte majeur, où il assure la gestion des projets de grande envergure et des orientations stratégiques de la compagnie. M. Dion a contribué à de nombreux projets importants, dont la réhabilitation environnementale, la gestion des sols provenant du REM et de l'échangeur Turco et plusieurs projets immobiliers d'importance à Montréal. Sanexen gère annuellement plus de 1 million de tonnes de sols contaminés, de même que des plateformes de traitement et des carrières. Plus récemment, M. Dion a pris part au premier dossier de traçabilité des matières résiduelles, dont non dangereuses, situées sur la rive nord de Montréal. Dossier inscrit dans le cadre des nombreux cas de dépôts illégaux survenus dans la grande région de Montréal. Puis aussi, il siège actuellement à 2 conseils d'administration dans le Grand Nord canadien et a également siégé au conseil d'administration de Réseau Environnement. Les années passées sur ces conseils ont contribué à bâtir sa réputation et sa crédibilité auprès du ministère et du réseau d'affaires. Donc, merci beaucoup, Benoît, de ton expertise. Qu'est-ce qui serait recommandé de faire avec les produits pour se protéger de la COVID-19? C'est un peu ça, comme je le mentionnais, notre projet de Box 19. Ce qu'on veut surtout limiter, c'est le contact des employés avec du matériel qui pourrait être potentiellement contaminé, surtout avec les statistiques de gens qui peuvent être asymptomatiques. Donc, Francis le mentionnait tantôt, dans une situation un petit peu d'éco-anxiété, on va appeler ça comme ça, le premier réflexe qu'ont les gens, c'est de prendre du matériel et le mettre dans le premier contenant disponible. Donc, l'importance d'avoir des contenants dédiés et l'accessibilité et la nomenclature qu'il y a sur les contenants. Donc, nous, on arrive avec une solution de livraison du contenant qui est évidemment bien identifié, qui dit ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre, avec une collecte par mois, un petit peu comme une collecte de déchets dans un camion à benne qui va vraiment minimiser le contact de l'employé avec un déchet qui est contaminé. Et ensuite, on a choisi une technologie d'incinération pour reproduction d'énergie pour être certain qu'on élimine tout type de dangerosité. Donc, ça vient évidemment avec un certificat qui prouve que le déchet a été disposé conformément dans un centre, évidemment, qui a un certificat autorisé par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a. Évidemment, on est une compagnie en environnement, on prêche les bonnes pratiques, on est un bon citoyen corporatif. Donc, nous, notre côté, pour quelques dollars de plus par mois, on prêche beaucoup, beaucoup cette approche. C'est vraiment comme un bac à recyclage ou un bac à déchets. C'est un bac pour les produits infectés par le COVID ou potentiellement infectés par le COVID-19. C'est exactement ça. On a voulu faire ça très, très simple pour le consommateur. Donc, imaginez-vous que c'est vraiment le même principe que la collecte de déchets, mais c'est vraiment spécialisé. Donc, on met des mesures d'hygiène en place. Par exemple, le contenant il va être désinfecté au niveau de la collecte. Donc, vraiment pour assurer la sécurité des travailleurs. Super. J'aimerais revenir un peu en arrière puis ensuite discuter plus du Box 19 parce que c'est quand même super intéressant comme innovation. Puis on l'apprécie énormément. Mais Francis, quels sont les grands changements que vous avez relevés depuis le début de la crise? Oui. En fait, c'est quand même en lien. C'est le retour en force de l'usage unique. Hein. C'est incroyable. On a banni les sacs d'emplettes. On
on les a rendus plus durables, plus épais. Puis maintenant, on a interdiction d'utiliser nos sacs réutilisables quand on va à l'épicerie. Puis on est obligé de faire nos épiceries avec l'ensemble des sacs avec 6 fois plus de plastique que les sacs qu'il y avait avant. C'est un monde un peu à l'envers, mais on n'a pas le choix là, pour le moment. Donc, l'usage unique, oui, on parle de tout ce qui est déchets de la COVID, mais on peut... Vous avez probablement vu ça dans les médias, on ne peut plus aller avec notre tasse réutilisable au Tim Hortons parce qu'il faut absolument, ils ne peuvent pas être touchés, puis il y a des procédures internes, donc il faut absolument qu'ils utilisent des verres en carton, après ça on peut leur transférer. Il y a vraiment beaucoup de générations de produits à usage unique depuis un mois et demi. Ce n'est que des exemples, là, mais vous allez voir, il y a des chaînes comme Costco qui obligent l'utilisation des masques. Il y a le nettoyage fréquent de tous les postes de travail. Donc, on va voir, là, les gens vont se promener avec des lingettes, des gants, des masques. Il y a tout ça qui va se générer de façon beaucoup plus importante. Puis nous, on a des équipes qui font des études là, d'analyse de performance, de recyclage dans les exemples centres commerciaux ou tours à bureaux ou dans des entreprises industrielles ou manufacturières et autres. Là. Puis, dans les dernières années, on faisait beaucoup d'études pour le zéro déchet. Donc, un plan zéro déchet 2030, comment qu'on va se rendre à évaluer tous nos produits puis les transformer pour plus d'usage unique. Mise en place de salles de lavage dans les foires alimentaires, de tri à la source, avec des lave-vaisselle, etc., pour éviter l'usage unique. Donc, bannissement de polystyrène dans les foires, etc. Puis là, on a eu des demandes dans les dernières semaines pour réanalyser on voudrait comme arrêter ça, retourner à l'usage unique parce que ça va enlever une charge sur les baux de nos locataires pour leur permettre de survivre. C'est là qu'on est aussi, il faut se mettre à l'évidence. Il y a beaucoup de commerçants qui vont probablement faire faillite ou qui vont fermer. Donc, les grands bailleurs les propriétaires de centres commerciaux et autres veulent garder leurs locataires, donc vont diminuer les charges, donc diminuer la main-d'œuvre, diminuer les opérations. Donc, l'usage unique, c'est le meilleur moyen. Ça coûte pas trop cher. Puis, donc, c'est un gros retour, là, pas juste sur les déchets de la COVID, mais dans beaucoup de facettes. Bon, c'est un petit peu... je le dis avec un petit sourire en coin qui me fait bien mal en dedans, mais c'est ça qui est la situation actuelle. Nous, on ne croit pas qu'il y a de après-COVID. Pour l'instant, on aime le terme le avec-COVID. Donc, l'agilité des compagnies prendra tout son sens dans les prochains mois. Donc, la notion de comment composer avec le COVID prend tout son importance. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être espérer qu'en prenant un pas vers l'arrière, que ça va nous permettre de prendre un plus grand pas vers l'avant en réinstituant des méthodes de recyclage, ainsi de suite, comme vous parlez de zéro déchet, tout ça, il me semble que c'est une bonne opportunité présentement pour remettre ces choses-là en question, justement? Je pense qu'il y a eu le COVID, on a eu une réaction. Puis la réaction qu'on a eue comme société, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Mais après la réaction, il y a un peu comme Dan a dit, une façon de trouver comment est-ce qu'on balance un retour à un nouveau normal qui est avec le COVID. Puis moi, j'étais exactement dans la situation à balancer les enjeux santé-sécurité de nos gens. Puis la première absolument chose, c'était de protéger nos gens. Puis le focus, c'était là-dessus. Puis la réalité, c'est qu'on a laissé à côté l'environnement. On était dans beaucoup d'informations, beaucoup de changements. So, on a pris des décisions pour, en premier, protéger les gens puis diminuer le risque de transmission. Mais le plus qu'on comprend le virus, puis le plus qu'on retourne à un nouveau normal, il y a vraiment des opportunités d'intégrer la gestion de l'environnement et le balancer avec la protection de nos travailleurs. Puis le Box 19, pour moi, c'est une solution pour faire ça. C'est que c'est sûr qu'on va générer plus de déchets, puis je peux pas faire la réduction à la source en ce moment. Comme j'ai dit au début, les masques de procédure sont un usage unique. Puis s'ils sont efficaces, on peut des fois prévoir avoir utilisé plusieurs masques par jour.
Les gants, on les utilisait déjà. C'était un moyen de protection contre d'autres risques en santé et sécurité. Désinfection des surfaces encore, c'est quelque chose qu'on augmente pour diminuer les risques de transmission. Puis, qu'est-ce qui me manquait, en fait, comme solution, c'est qu'est-ce que je peux faire autre que mettre tous ces déchets COVID aux déchets. Puis ça, c'est où le Box 19. Ouais. Effectivement, Jen, si tu me permets un peu de t'interrompre, l'idée, c'est de, considérant les dangerosités du produit, malheureusement, tout va vite actuellement, il n'y a pas de réglementation applicable. On pense que ça va venir, mais chacun a sa spécialisation. Donc, on croit fermement de laisser des spécialistes gérer, comme Chamard le fait très bien en impartition, en caractérisation de matières résiduelles. Laissez les gens spécialistes gérer ces déchets-là qui proposent une dangerosité et ça va vous permettre de vous concentrer vraiment sur vos activités générateurs de profit. Là, toute l'importance, même la nécessité d'un produit comme Box 19, là, juste en vous écoutant, je le comprends de mieux en mieux. Évidemment, Benoît, ces mesures de précaution peuvent être prises à la maison, mais qu'en est-il de son application sur les chantiers, les industries, les tours à bureaux, les grandes surfaces? Dans quelles circonstances, que ce soit dans les ICI, dans les grandes surfaces où il y a plusieurs va-et-vient de personnel, il y a plusieurs endroits que la distanciation sociale peut être un petit peu plus compliquée. Il y a des endroits que l'utilisation d'équipements de protection individuelle est plus fréquente. Donc, l'idée derrière ça, c'est de fournir un contenant qui est très bien identifié, qui est adapté aussi à la réalité, que ce soit un contenant pour l'intérieur, que ce soit un contenant pour l'extérieur. Et de la façon que les contenants sont conçus, ça limite vraiment le contact possible avec un employé. Et par la suite, ces contenants-là, une fois qu'ils sont pleins, ils sont collectés avec un camion à benne et c'est un technicien certifié hazmat qui va procéder à la collecte. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que l'employé qui n'a pas de protection prenne le sac, le réemballe, le mette dans les déchets. Donc, on pense sincèrement qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les projecteurs vont être beaucoup sur les grandes surfaces, les compagnies, pour savoir, dans l'optique qu'il y a un accident ou quoi que ce soit, avez-vous vraiment mis en place l'ensemble des bonnes pratiques avec le retour et l'ouverture de l'économie? Donc, c'est vraiment notre idée derrière ça. Jennifer l'a très bien expliqué tantôt, la notion de citoyen corporatif. Je vais mettre à l'écran des photos que vous nous avez envoyées aussi là, de BAC à Wuhan. J'ai trouvé ça assez intéressant. Là. Discarded masks must be properly disposed of. Donc, les Chinois ont vraiment pris de l'avance là-dessus au niveau de l'organisation là, avec leurs citoyens. Puis... Effectivement, Jason, comme je mentionnais tantôt, là, il y a un article intéressant du China Daily qui est sorti. Les experts qui se sont penchés sur la situation. Évidemment, il y avait énormément de masques et de gants qui traînaient partout. Donc, ils ont convenu que la situation, c'était de rendre des bacs accessibles au public, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les tours à bureaux. Et comme vous le voyez sur les photos, les bacs sont très, très bien identifiés. Effectivement, la situation à Wuhan, sans vous le cacher, était pas mal pire que ce qui se passe au Québec. Mais je pense que c'est un bon exemple de bonne pratique qu'on peut calquer au Québec. Surtout que tristement, on retrouve parfois des masques ou même plus souvent des gants dans les rues ici à Montréal. On le remarque depuis plusieurs semaines déjà. Donc, en espérant qu'avec Box 19, ça va diminuer ce genre de déchets, là. On parlait de chantiers, tours, etc., là, plusieurs types de générateurs là, de ces produits-là. Mais nous, pour travailler quand même pas mal au niveau gestion de matières résiduelles sur les chantiers de construction, là, donc il y a une relance très forte dès la semaine prochaine. Souvent, le seul équipement, il n'y a pas de collecte de déchets, de recyclage ou autre, c'est un conteneur au loft. Donc, pour disposer des gants et des masques et autres sur les chantiers qui sont recommandés et obligatoires selon les recommandations, c'est directement dans le conteneur. Puis là, après ça, ce conteneur-là s'en va où? S'en va dans un centre de tri de matériaux de construction et c'est trié manuellement par des humains. Qui ont les équipements de protection individuelle,
Mais normalement, je trouve que votre solution du Box 19 peut être très intéressante justement dans ce contexte-là où est-ce que on veut pas nécessairement que nos EPI s'en aillent être triés par des humains, mais s'en aillent directement dans un lieu de disposition. C'est un peu ça, Francis, qui a fait que le choix de la technologie, c'était vraiment l'incinération. On ne voulait pas évidemment que le gant contaminé se retrouve dans un lieu d'enfouissement et de par la collecte, éventuellement, des gens qui travaillent au site d'enfouissement, qu'il y ait une autre forme de contamination. Donc, en optant pour une option d'incinération, incinération qui est pour génération de valeur calorifique, nous, on pense que ça limite l'ensemble des responsabilités pour le générateur de déchets. C'est vraiment ça l'idée derrière le choix de la technologie. On va mettre à l'écran l'image de la Box 19. Peut-être que, Benoît, tu peux nous parler un peu de ce qui est indiqué. Donc, on voit là, des signes en avant de ce qui est permis ou non permis dans les bacs. Effectivement, là, je reviens à ce que Francis mentionnait tantôt, là, l'éco-anxiété, l'anxiété derrière la pandémie qui est actuellement, le manque de sensibilisation souvent des gens en maintenance fait qu'on doit rendre la solution la plus simple possible. Donc, effectivement, vous voyez sur la photo, c'est un exemple de contenant. Donc, il y a différents volumes. Il peut être adapté si c'est une tour à bureau, etc. Mais l'idée, c'est que l'affichage soit clair. Donc, ce qu'on voit évidemment, c'est qu'on peut mettre tout ce qui est gants, tout ce qui est masque, tout ce qui est visière, et évidemment des choses un petit peu plus sensibles qu'on ne peut pas mettre, comme vous voyez sur l'image. Donc, l'idée, c'est d'avoir des nomenclatures qui est claires et surtout de mettre des bacs sur plusieurs endroits sur un site qui va faire que ne va pas chercher et ne va pas nécessairement se poser des questions. Est-ce que je le mets dans la poubelle, dans le recyclage? Non, il y a une affiche qui donne des bonnes pratiques. Donc, on a tout simplement à mettre des équipements de protection individuelle souillés à l'intérieur du contenant. Donc, je le rappelle, disponibilité du contenant, nomenclature qui est claire. On pense que c'est deux aspects à ne pas négliger dans la gestion des déchets. Et pour une entreprise comme la mienne, là, par exemple, ici à Nomade, on a plusieurs événements. Puis c'est certain que responsabilité sociale, le voulant, là, dès que le COVID-19 est arrivé, j'ai eu des grandes inquiétudes sur mes responsabilités, justement, si j'ai des gens sur les lieux, là, au tout début, là, avant même qu'on soit confiné. Donc, est-ce que pour une entreprise comme la mienne, c'est le genre de produit qui pourrait être intéressant quand même? C'est officiel. Écoutez, quand on parle de sensibilisation, faut s'adresser à tout type de projet. Donc, ça part souvent, Francis le dit bien tantôt, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Comment qu'on gère nos déchets de recyclage, nos déchets pour fin d'enfouissement? Donc, on veut servir tout type de projet, que ce soit un projet ponctuel. Jason, tu le disais, dans l'optique où tu as un événement qui est ponctuel, la solution s'adapte à tout événement. Donc, l'idée, ce n'était pas de servir juste les grands de l'industrie, mais c'est d'avoir une solution qui est adaptable à tout type de besoin parce qu'on croit beaucoup la sensibilisation, elle commence sur le terrain avec les gens, avec les petits projets qui, par la suite, vont se déployer sur les grandes surfaces. Est-ce que je veux vraiment que mes matières soient juste collectées par la ville? Là, cette notion-là n'est pas nécessairement de traçabilité, mais plus de dire je veux qu'on les gère bien, puis que je veux les éloigner de mes consommateurs pour pas faire de contamination croisée. Notamment, ouais. Je veux vraiment comme avoir une collecte, bien les gérer, puis savoir où est-ce que ça s'en va pour pas non plus avoir des coûts pour rien. Oui, puis ultimement, pour ajouter ce que Francis dit, bon an, mal an, il y a à peu près 100 millions de tonnes de déchets de plastique qui se retrouvent dans les océans. Donc ça, je pense que ça parle énormément. Donc, le citoyen corporatif, les compagnies, ont un rôle à jouer aussi là-dedans parce que les volumes, les tonnages et les gestes significatifs vont avoir encore une plus grande importance sur les volumes, sur les statistiques globales. On croit beaucoup, beaucoup à ce que la notion de citoyen corporatif, comment bien gérer son déchet. Parmi les masques qu'on voit sur la photo, il y a probablement des masques qui viennent des lieux de travail, des centres commerciaux. Donc, est-ce qu'on veut, comme citoyen corporatif, de voir un de ces gants, un de ces masques se retrouver dans l'océan?
d'y poser la question, c'est de lui répondre, je pense. Comme j'ai dit au début de la crise, la priorité, c'était toutes les mesures de contrôle qu'on mettait en place pour protéger nos employés, dont la distanciation sociale qui est physique, qui est critique. On utilise des équipements de protection personnelle si c'est pas possible, le nettoyage de surface, formation, adapter nos méthodes de travail. Mais comme on repense tous ces aspects-là, c'est une opportunité pour nous de repenser la gestion de nos déchets. Puis peut-être avant, on le faisait pas, mais je dirais avec la solution maintenant, on y va, puis on a la chance de aussi, moi, c'est le volet environnemental, et diminuer les risques de transmission le plus que possible. Oui, puis tu sais, Francis, tu vas pouvoir corroborer, les compagnies doivent produire des rapports de développement durable. Donc, toute la gestion des déchets durant le COVID, c'est probablement quelque chose qui va être éventuellement annexé dans un rapport. Les grandes constitutions vont se faire poser des questions. Comment avez-vous géré vos déchets en temps de COVID, en temps de pandémie? Donc, l'importance de mettre en place des procédures comme Sanexon le fait, Jennifer l'a très bien expliqué. Donc, dans l'optique d'un accident, a-t-on pris l'ensemble des mesures disponibles pour faire patte blanche? Donc, cette notion-là va devenir de plus en plus importante. Dans ce contexte-là de responsabilité sociale, là, par exemple, je reviens avec le principe des 3 RV que j'ai parlé tout à l'heure. C'est sûr, bon, vous allez avoir essayé en tant qu'entreprise de faire le plus de réduction à la source, de réutilisation si c'est permis. Donc, acheter des visières, par exemple, plus durables et non qui se graffinent à chaque 3 jours, puis il faut les changer. Il y a comme quand même une qualité de produit qu'il faut acheter. Ça va être dans vos décisions à prendre pour réduire là, les quantités de déchets de la COVID à générer. Mais il faut vraiment considérer que la valorisation est une priorité dans un plan de développement durable ou de responsabilité sociale avant l'élimination. Donc, c'est une bonne pratique, c'est une bonne mesure. Si la réduction à la source a été faite, le réemploi, le recyclage n'est pas nécessairement une solution parce que je ne connais pas d'option de recyclage pour ces produits-là, surtout qu'il y a une possibilité de contamination. Même si on parle... le plastique, la COVID va rester de 2 à 3 jours sur la matière, là, puis peut disparaître ou mourir à la suite. Ça reste quand même que c'est des études qui sont pas nécessairement vérifiées. En ce moment, chaque jour, il y a des nouvelles informations qui ressortent. Donc, garder le principe du 3RV comme une bonne pratique là, et une bonne option d'aller avec le Waste to Energy versus l'élimination dans les LET un peu répartis sur le territoire québécois. Jennifer, je reviens un peu en arrière parce qu'il serait facile de surprotéger nos employés, clients et de générer des tonnes de déchets qui ne sont pas nécessaires, mais en même temps, vous devez remplir votre mission de protéger les gens. Donc, avez-vous réussi à trouver un juste milieu pour répondre à ces 2 aspects? Ça revient vraiment c'est une stratégie de gestion du risque de transmission que nous avons mis en place. Donc, la chose qu'on priorise vraiment, c'est la distanciation physique, le fameux 2 mètres. Puis après ça, si nous ne sommes pas capables de faire ça, ça va être des équipements de protection personnelle, des barrières physiques, beaucoup de formation puis sensibilisation au niveau de nos équipes. En fait, justement, on donne des formations aujourd'hui sur la COVID pour la relance de nos activités. C'est des procédures de travail adaptées, des adaptations des équipements. Puis, on parle de tous ces efforts-là qu'on a mis en place, mais on veut amener l'effort jusqu'à la fin, jusqu'à la gestion du déchet. Et Francis a mentionné l'information par rapport aux transmissions sur les surfaces. On a des moyens de contrôle pour ça en termes des équipements de protection personnelle, en termes de désinfection. Mais pour moi, c'est une série de couches de contrôle qu'on va mettre en place. Puis la gestion de déchets va nous permettre de boucler toute cette stratégie-là. Quand les gens ils rentrent au travail ou ils retournent au travail, il y a des choses différentes, des façons de travailler différentes, puis il y a une gestion de déchets
des matériaux COVID qui va aussi être un peu différent. Comment chaque semaine, les choses avancent tellement rapidement là, depuis le début de cette crise, puis on voit comment Sanexen, vous prenez vraiment de l'avance pour nous aider à, disons, à retrouver une sorte de normalité ou une nouvelle normalité, je devrais dire. Donc, à moins que vous ayez, disons, un mot de conclusion, que vous voulez apporter quelque chose d'autre, je vous saluerai tous, je vous remercierai surtout. Donc, c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on a bien fait le tour du sujet? Complet pour moi. Super. Bien, merci à tous. Ça a été un super épisode, puis on vous invite à revenir avec nous toutes les semaines pour le webinaire. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis à très bientôt. Portez-vous bien.